Donc en quelques minutes, une petite réflexion sur comment faire une recherche sur Internet. Donc le premier élément à considérer avant d'effectuer cette recherche, c'est de réfléchir à des descripteurs, on appelle ça également des mots-clés, sous la forme d'un nuage, qui vont permettre en fait de repérer tous les termes qui pourraient être utiles à la recherche. Donc ces termes, ces mots-clés sont utiles pour faire des recherches sur Internet, mais également sur toute base de données comme celle d'Icidoc pour le CDI. Une fois qu'on aura repéré tous ces termes, nous pourrons trouver les ressources qui vont être utiles et écarter celles qui ne le sont pas. Alors bien évidemment, sur ce nuage, d'autres termes pourront être rajoutés au fur et à mesure des recherches grâce en fait aux autres termes que l'on pourra trouver dans les différents documents qui seront consultés. Alors ici, je vous propose un document, donc un nuage de mots sur le thème du handicap qui est mis sur l'application Padlet. Cette application Padlet, qui est un mur collaboratif, peut permettre en fait à différents individus à distance de faire évoluer cette liste de mots au fur et à mesure de la réflexion qui est menée. Alors on peut du coup d'ailleurs voir en dessous directement l'application se connectant. Là. Hop. Voilà, donc là on voit bien le nuage de mots. Hein. Et ce qui peut être intéressant justement, c'est qu'après ce nuage de mots, on peut déplacer les mots, faire évoluer l'ensemble selon les besoins que l'on peut avoir. Alors, donc, hop, voilà, donc après avoir listé ces mots, il faut quand même structurer les choses. Il ne s'agit pas de laisser ces mots sous la forme d'un nuage, parce qu'il va falloir les associer pour effectuer une recherche efficace. Alors, il peut être intéressant justement pour faire ce travail-là de le faire sous la forme d'une arborescence. Donc cette arborescence permet justement d'associer les mots que l'on souhaite travailler ensemble pour effectuer la recherche sur Internet. Bien évidemment, comme cela a été dit précédemment, cette liste peut évoluer au fur et à mesure et il paraît particulièrement pertinent d'utiliser du coup un logiciel de carte mentale par exemple qui va permettre de faire apparaître ou disparaître des branches en fonction des besoins. Donc là, ce document-là a été fait sur Microsoft Office avec l'application PowerPoint. Et là, on a ici, donc, par exemple, le handicap. Alors ce terme handicap a été associé à différents mots que l'on retrouve d'ailleurs dans le nuage de mots de tout à l'heure. Donc par exemple, handicap, type, reconnaissance. Et donc là, en effectuant cette recherche sur un moteur de recherche, voilà ce que je trouve comme document. Donc il s'agit à nouveau, bien évidemment, en consultant les documents, d'être attentif à leur niveau de fiabilité que l'on évoquera un petit peu après. Voilà. Donc, effectuer cette recherche, et on vient de le dire, c'est important de le faire sur ce qu'on appelle des moteurs de recherche. Alors des moteurs de recherche, il en existe plein, et on est tous très très habitués à Google. Pourtant, il existe des alternatives. Via ce lien là qui vous est proposé, donc un article de presse très intéressant a été réalisé donc par une personne qui présente les différents donc moteurs de recherche qui peuvent exister, leurs spécificités. Un des problèmes principaux de Google d'ailleurs, même si c'est une base et une banque de données excessivement riche, la problématique principale c'est que à partir du moment où on est connecté et que l'on utilise des mots-clés, Google va enregistrer ces mots et va permettre en fait d'établir un profil de notre personnalité et de nous proposer au fur et à mesure des publicités qui ne nous intéressent pas finalement nécessairement. Donc il existe vraiment des alternatives, c'est intéressant de regarder donc, cette ressource, hein, donc d'aller la voir sur internet de manière plus assidue pour un petit peu voir quelles sont les alternatives. Une d'entre elles s'appelle Quant, donc c'est une solution française et justement là la recherche est anonyme et on n'est pas embêté par toutes ces publicités.
Voilà, donc là, pour voir un petit peu ce que donnerait Quant, hop, on va cliquer sur ce lien. Donc voilà un petit peu la présentation de Quant. Bon, elle est assez claire hein, déjà. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on effectue une recherche documentaire, on ne s'intéresse pas simplement au contenu de la ressource en tant que telle, mais aussi au type de support que l'on peut rechercher. Alors, comme sur Google hein, et comme la plupart des moteurs de recherche, voilà, si je clique sur tous, je vais avoir tous les supports. Mais je peux affiner si par exemple je ne cherche que des images ou que des vidéos par exemple. Donc une fois que l'on a fait notre recherche avec notre moteur de recherche, on va donc pouvoir consulter les documents. Alors le problème des documents, c'est voilà, mais est-ce que la ressource que je consulte, est-ce que le contenu de la ressource que je consulte est fiable? Et donc c'est souvent associé en fait à l'auteur bien évidemment de la ressource. Alors cet auteur peut être un individu, mais faut-il se poser la question de son niveau de compétence pour parler du sujet? Est-ce que c'est un professionnel qui est compétent dans le domaine pour pouvoir en parler? Ou est-ce que c'est une institution ou un organisme reconnu qui, du coup, est pertinent pour aborder ce sujet? D'ailleurs, on peut vraiment s'interroger sur sa qualité. Est-ce que l'institution ou l'organisme dépend des pouvoirs publics? Ça, c'est un gage de qualité. Est-il reconnu d'utilité publique? C'est également le cas. Est-il financé par les pouvoirs publics? C'est un bon indicateur aussi. Par qui a-t-il été fondé et pourquoi? Voilà. Donc, par exemple, si jamais j'ai fait une recherche sur le thème de la pauvreté et de la santé, et que je suis sur ce document-là, voilà, je vais cliquer pour directement y accéder via Internet. Voilà, donc ce document. Alors là, en plus, c'est particulier parce que vous voyez, ce document est téléchargeable. Je peux le récupérer directement, il est sous format PDF. Donc, je n'ai pas accès aussi directement, mais aux documents mis en ligne sur le site. Là, il faut que j'arrive à trouver l'auteur. Ah, là, je vois qu'il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé. Avec mon niveau de connaissance, je sais déjà que l'OMS est un organisme fiable. Pour autant, je peux quand même me poser des questions et aller vérifier son degré de fiabilité. Donc là, pour voir son niveau de fiabilité, je vais aller directement sur le site de l'OMS pour consulter. Donc là, voilà, c'est la page qui apparaît. Donc là, je vais aller vraiment directement sur le site. Et je vais devoir m'intéresser aux caractéristiques. Qui est l'OMS? Quelles sont ses compétences pour parler de la santé? Et de la pauvreté et de l'exclusion ici, c'est ce qui m'intéresse sur le sujet que je cherche. Alors, souvent, quand on va tout en bas de la page d'accueil d'un site, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors là, on voit le plan du site, donc ça c'est déjà un bon indicateur parce que ça permet de se retrouver aisément dans le site. Et puis, il y a normalement qui sommes-nous? Alors là, ils n'ont pas mis qui sommes-nous, mais à propos de l'OMS. Donc c'est-à-dire que l'organisme va lui-même parler de ce qu'il est, de ses compétences, de qui il dépend, etc. Donc, à propos de l'OMS, qui sommes-nous et que faisons-nous? Donc là, je vais pouvoir lire un petit peu quelles sont ses caractéristiques, ses qualités. Et puis, en cherchant, je vais bien trouver des éléments qui vont me permettre de mieux connaître cet organisme. Donc là, qui nous sommes? Voilà, donc gouvernance, qui décide? Alors là, je découvre qu'il y a une assemblée mondiale, qu'il va y avoir un conseil exécutif, qu'il y a aussi une constitution. Voilà, ça me donne des informations qui me paraissent quand même être des éléments utiles pour évaluer le niveau de fiabilité. Tiens, pays, qu'est-ce que ça veut dire pays? Alors, tous les pays membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'OMS en acceptant sa constitution. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, si ce sont effectivement des pays qui deviennent membres de l'OMS, c'est qu'il y a quand même une reconnaissance mondiale par les États qui en font partie. Donc ça, c'est un gage de fiabilité.
Donc voilà pour l'OMS. Alors un petit élément que j'avais mis ici, c'est que parfois on trouve sur les sites des petits logos qui semblent dire que le site est de qualité. Donc là ici c'était un site de l'année 2014. Eh bien non, ça c'est quelque chose de particulièrement marketing. L'idée c'est de vendre un site en lui donnant une reconnaissance de qualité à travers ce logo. Mais du coup il faut éviter de prendre en considération cet élément comme étant un gage de qualité. Alors, pour continuer à affiner un petit peu, là pour l'OMS, on sait maintenant qu'à partir simplement de la question de qui est l'OMS, on est certain de la fiabilité du contenu. On peut affiner par d'autres types de questions. Première question, quelle est la date de création ou de mise à jour? Alors, c'est deux choses, la date de création. La date de création, c'est vraiment la date de création du document. Et la date de mise à jour, c'est la date de mise à jour, et souvent c'est celle du site et non pas du document qui est consulté. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir une date de mise à jour de la date d'aujourd'hui, mais qu'en fait le contenu de l'article qui est proposé date déjà de plusieurs années. Donc ça, il faut être très très attentif, la date de mise à jour n'a pas beaucoup de valeur. La date de création, par contre, elle en a plus. Par contre, il faut être clair. Si par exemple je fais un travail de recherche sur un fait historique qui a plus d'un siècle et qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes sur ce fait historique, je peux tout à fait consulter des documents anciens, ça paraît tout à fait pertinent. Par contre, si je suis sur un thème d'actualité, il faut que je sois attentif à ce que la date soit suffisamment récente pour que le contenu soit pertinent. Il n'empêche que je peux aussi consulter des documents plus anciens pour établir des comparaisons. Autre élément, le site est-il bien organisé? Et ça, on l'a évoqué juste avant. Si par exemple vous avez un plan de site et que vous arrivez à vous retrouver aisément dans le site, c'est un gage de qualité. Alors, il faut faire attention entre organisation et un site esthétiquement beau. Vous pouvez avoir des sites très très beaux, mais qui sont très très pauvres en contenu. Donc ça, il faut y être attentif. Existe-t-il des liens vers d'autres sources? Donc ça veut dire, est-ce que pour écrire l'article, est-ce qu'on a utilisé des sources premières, des sources avec des documents peut-être de teneur scientifique plus développés et qui ont permis d'écrire un article dont le contenu est moins conséquent, mais qui du coup peut être quand même intéressant. Donc là par exemple j'ai pris l'exemple de Wikipédia, puisque Wikipédia est souvent décrié. Alors bien évidemment n'importe qui peut écrire sur Wikipédia, n'importe qui peut modifier le document. Pour autant Wikipédia est intéressant parce qu'il peut donner un premier niveau d'information. Donc là, je fais ma recherche sur pauvreté en France et je trouve cet article donc là qui est d'ailleurs très très riche, qui fait un certain nombre de paragraphes. Et en cherchant, et ça c'est important, je trouve en bas des éléments comme par exemple ici une bibliographie. Donc elle est là cette bibliographie. Cette bibliographie, ça veut dire que ce sont notamment les documents qui ont été consultés par l'auteur pour pouvoir rédiger son article. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas interprété le contenu des documents et que du coup l'information ne contient pas d'erreur, ça on en est certain, mais du coup c'est intéressant parce que en fonction de ce qu'il a consulté, on peut déjà se dire que la personne est sérieuse ou ne l'est pas trop. S'il n'y a pas de bibliographie, déjà, c'est inquiétant. Donc là, on voit un rapport du Conseil de l'emploi, un rapport sur la pauvreté en France établi par Emmaüs, Martin Hirsch, la pauvreté en héritage, etc., etc. Donc là, on a des ressources qui sont fiables, de bonne qualité. On peut d'ailleurs, du coup, aller les consulter, ça nous donne d'autres ressources documentaires qui sont plus conséquentes que ce que nous on a trouvé sur Wikipédia. Voilà. Donc, alors, autre élément quand même qui est important, qu'il faut considérer, c'est que au-delà des sites que l'on peut consulter et qui seraient liés à des professionnels compétents dans le domaine qui nous intéresse ou des organismes et des institutions, il est aussi possible de consulter des revues spécialisées qui sont en ligne. Alors souvent les articles sont payants et donc on peut également les consulter par exemple dans des bibliothèques ou au CDI. Là voilà, ce sont des éléments qui sont intéressants et qui sont aussi de très bonne qualité. Alors,
Une fois qu'on a trouvé tous ces documents, il s'agit de structurer les informations qu'on a consultées. Quand on parle de livres ou de revues, on parle de bibliographie, et quand on parle de ressources qui sont, elles, issues de sites internet, on parle de webographie ou de sitographie. Donc là, il n'empêche que sur internet, on peut trouver différents types de supports. On peut trouver des ouvrages, des extraits d'ouvrages, des documents multimédia et des articles de périodiques. Donc là, ici, c'est pour un ouvrage papier, et là, on est pour un ouvrage donc issu d'Internet. Donc là, on voit bien qu'on reprend le même principe, mais qu'on indique bien l'adresse URL. Donc cette adresse permet de retrouver directement le document, ça c'est intéressant, mais attention, parfois des pages disparaissent suite à des mises à jour, et le fait de noter toutes les autres ressources, cela permet de retrouver le document avec beaucoup plus de facilité. Donc là, on voit pour un extrait d'ouvrage. Donc là, comme ce n'est qu'une partie de l'ouvrage, on indique bien uniquement la page qui a été consultée, par exemple. Ou document multimédia. Donc là, on va bien indiquer quel est le support. Ici, c'était une réalisation vidéo avec la durée. Ou un article de périodique, voilà, où on va indiquer notamment la page du périodique. Mais à chaque fois, on remarquera que l'on indique bien l'adresse URL qui permet de retrouver immédiatement le document. Voilà, j'espère que cette petite présentation de la méthodologie de la recherche documentaire vous éclaire un petit peu sur les attentes, et vraiment, il est très très important de travailler avec beaucoup de méthodes pour avoir des ressources fiables qui pourront être exploitées de manière efficace pour travailler le thème d'étude qui vous intéresse.